présentation de toutsurlehockey.com. Vendredi 22 octobre 2021. Mon nom est Pascal de toutsurlehockey.com et du TSLH Podcast. Bienvenue au Scoutcast. Aujourd'hui, on fait un épisode... on a un épisode chargé sur les espoirs du repêchage 2022 et aussi un peu sur les espoirs des Canadiens de Montréal. Donc, au total, on devrait toucher à environ 19 espoirs. Donc, on va commencer ça assez rapidement. Bienvenue au Scoutcast. Donc, je vais toucher un peu à toutes pas à tous les pays, là, mais un peu quand même. On va parler de Simon Nemec, en tout cas, Nemec, mais on le prononce Nemetz. Connor Geeky, Mathieu Savoie, Philippe Méchard, Joachim Kimmel, Brad Lambert, Jordan Dumais, excusez, Marcus Vidicek. Après ça, Alex Blais, des Saguenay-Chicoutimi, Félix Lafrance, Alexis Gendron et Miguel Tourigny. Au niveau des Canadiens de Montréal, on va parler un peu des espoirs de la LHJMQ et de la NCAA. Donc, on va commencer avec Simon Nemetz. J'en ai déjà parlé dans le Scoutcast et aussi dans mes textes. C'est un espoir qui est vu comme top 10, top 5, là, ça c'est sûr et certain. Il y a trop de potentiel offensif pour ne pas être considéré comme tel. Mais il y a quand même des petits accros à son jeu qui viennent me chercher. Donc, je voulais les partager dans le Scoutcast numéro 6. Donc, ce qu'il faut comprendre de Nemec, c'est que c'est un corps arrière offensif, ça c'est sûr et certain. Il y a une excellente vision du jeu. Très bon pour contrôler le disque long la ligne bleue. Il y a un edge work, au niveau de la technique de patin, c'est excellent dans les 4 directions. T'sais. Ça, on peut pas y reprocher. Il est excellent pour trouver aussi des occasions de faire des surnombres de la défensive vers l'offensive. Souvent, en raison de sa vision du jeu qui est quand même bonne dans les 3 zones, il va repérer qu'un coéquipier va faire un revirement et tout de suite, il va voir l'occasion pour faire un surnombre puis il va foncer en offensive. Tu sais, ça, c'est une des choses qui manque en ce moment chez Canadien Montréal, mais bon, bref. Parce qu'ils sont 0-5 en ce moment. Au moment d'enregistrer, ils sont 0-5. Ils ont perdu hier contre la Caroline et KK. Mais dans le fond, je ne sais pas si je le vois comme un défenseur numéro 1, futur défenseur numéro 1, vraiment numéro 1, là. Mais première paire, assurément. C'est sûr qu'il n'est pas complet dans sa zone. Il y a un petit peu de misère avec son positionnement. Il y a quand même un bon jeu de bâton pour initier le contact avec l'adversaire. Ça veut dire qu'il est bon pour poke-checker, pour pincher, puis voler la rondelle. Mais souvent, il va sortir du jeu ou il va se faire contourner parce qu'il évalue mal l'adversaire. Donc, au niveau positionnement, puis timing, il y a un petit peu de misère, puis physiquement, il n'est pas fort, pas tout. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment triper dessus pour. Mais tu sais, depuis, mettons, le 1er octobre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a environ 5 points dans la meilleure ligue de son pays, en Slovaquie. Donc, tu sais, en ce moment, il produit moins que l'année passée. Vraiment moins que l'année passée, où il a battu des records pour un défenseur de son âge. Mais on peut quand même apprécier son talent. Je suis sûr que ça va débloquer, pardon. Mais pour l'instant, je ne sais pas que je trippe pas parce que je vois le potentiel, mais c'est pas un de mes préférés, mettons. Et en offensive, j'aimerais vraiment qu'il s'aventure un peu plus profondément dans la zone adverse parce que il est bon pour protéger, pour bouger de est-ouest,
faire bouger le corps défensif, puis trouver les lignes de passe. Ça, il est excellent. Mais son tir, c'est tout le temps périphérie, c'est tout le temps vraiment loin. Il fait des tirs-passes ou des tirs un peu, oui, précis, mais surtout pour se faire des déviations et tout. Puis ça, ben, c'est bien beau, là, mais dans la Ligue nationale de hockey, tu scoreras pas 15 buts en faisant ça. Fait que j'aimerais vraiment qu'il s'approche un peu plus du centre, de l'eau de l'enclave, mais dans le centre de la glace en offensive, un peu plus près du gardien de but pour décocher ses tirs. Parce qu'il y a quand même un bon tir, mais il faut qu'il mette plus de puissance, qu'il mette plus de confiance là, dans ce genre d'attaque-là. Pour l'instant, ça me fait pas triper. Mais bon, c'est encore tôt dans la saison, ça pourrait très bien changer dans les prochaines semaines. Ensuite, un de mes préférés du début de la fin, en tout cas du milieu de l'été, pendant l'Inlinka et tout, Filip Mesar, qui est aussi un Slovaque. Je l'aimais vraiment beaucoup quand j'ai commencé à le regarder dans son pays. Mais j'ai un peu déchanté par rapport à lui parce que c'est vraiment un joueur de périphérie. Il est sournois, ça, j'aime bien ça de lui. C'est un gars rapide, il a des excellentes mains pour faire des entrées de zone, pour contourner les défenseurs et tout, mais c'est vraiment rare qu'il va couper au filet. En zone offensive, il bouge tout le temps, ça va quand même bien, là, il va bouger en rond, des fois qu'il y a une occasion, il va déjouer son joueur ou il va couper puis il va être capable de foncer au net, mais sérieusement, c'est rare. Puis il a un excellent tir, fait que ça devrait être un peu un automatisme pour lui, mais il est tout petit, il est faible, donc je peux comprendre un peu plus pourquoi, mais je le vois de moins en moins comme un espoir top 15, top 20, top 25, c'est un peu comme Fabien Ducel l'année passée. Il commence à dropper un peu dans ma liste à moi. J'ai comme changé un peu ma façon de voir ma liste ou bien de faire mes classements. Ce gars-là, probablement que l'année passée, il a arrêté dans le top 12-13 parce que j'aime beaucoup ça. C'est un gars qui fait beaucoup de highlights. Là, à tous les semaines, il pourrait être dans les top 10 de la semaine, mettons. Mais il va pas il est vraiment en périphérie, il va pas dans les zones payantes qu'il faut que tu payes le prix. Fait que tu sais, ça commence à jouer. Là. Puis ça, je vais value un peu plus. Je vais plus mettre l'emphase sur ce genre de joueur-là. Oui, on aime le talent, mais il faut quand même que tu sois capable de toffer un peu le jeu robuste. Puis lui, ben, il n'est pas capable. Et la seule façon qu'il est sur le bord du net, c'est quand il passe par en arrière. Mettons, il bouge beaucoup de permutations avec ses coéquipiers sur ton avantage numérique. C'est assez impressionnant. Et ce qu'il fait, c'est qu'il veut tout le temps se mettre en option pour ses coéquipiers. Puis ça va bien, là, sa gestion de la rondelle est super bonne. Il fait des stop and go, bref, il passe à son coéquipier. Lui, il va se faufiler pour essayer de se faire oublier dans les espaces libres pour diriger les rondelles au net. Mais tu sais, en national de hockey, là, ils sont pas capables, là, les défenseurs, ils vont s'en rendre compte, puis ils vont le neutraliser assez rapidement. Je sais pas si sa manière de jouer en ce moment est transposable à la nationale de hockey. Le talent est là, la rapidité est là, les mains sont là, le tir est là, la vision du jeu est là. Mais c'est plus, il va falloir qu'il arrête de jouer en junior. C'est vraiment juste ça. Et éventuellement, je suis pas mal sûr que ça va être correct. Il va probablement sortir en première ronde, là, sérieusement. Mais il y a quand même pas des flags, là, mais pas loin d'être des flags. Ensuite, parlons d'un joueur. Il n'y a pas vraiment de flag, là, mais Brad Lambert. En ce moment, depuis le début de la saison, je pense qu'il y a 2 passes dans la Liga. Là, on commence à se poser des questions sur son jeu. J'ai fait j'ai pas fait une vidéo, mais j'ai fait beaucoup de discussions avec Simon Servant, qui lui a fait une vidéo sur Brad Lambert, où il vous présente 3 ou 4 matchs, et il fait juste vous décrire la game, ses sentiments par rapport au match puis aux présences de Brad Lambert. Et Lambert, là, c'est un autre niveau de joueur qu'on voit habituellement dans la Liga. Il est travaillant, il est rapide, il est responsable, il appuie ses défenseurs, il s'occupe des sorties de zone, des entrées de zone. Quand c'est lui qui a la rondelle, ça va bien. Mais c'est dès qu'il s'en débarrasse, qu'il passe la rondelle, que les jeux meurent. Ses coéquipiers sont poches. C'est pas normal que ce gars-là ait pas de points. Il est excellent. C'est vraiment un bon joueur. Mais en ce moment, il n'y a rien qui fonctionne. Puis c'est pas totalement de sa faute. C'est ça qui est frustrant. Puis je suis sûr qu'il va baisser dans les rankings de beaucoup de monde qui regarde juste les stats ou qui se pose pas trop de questions sur le contexte du joueur.
j'ai pas regardé ses stats avancées, ça m'intéresse pas nécessairement, mais je crois qu'ils doivent pas être si mauvaises que ça. Parce que, sérieusement, quand tu le regardes jouer, ça va bien. Il contrôle bien la puck, ses jeux, ils réussissent quand il la conserve, mais c'est ça, quand il implique les autres joueurs, que ça va un peu mal. Là, je sais que hier ou avant-hier, il a joué avec Joachim Kemmel, son coéquipier qui est aussi éligible à la prochaine séance et qui est un de mes préférés cette année. C'est un autre genre comme Philippe Méchard qui fait des highlight reels, dans le fond, il peut faire des top 15, des top 10 à tous les semaines, là, des bons jeux. Mais lui, il joue plus dans les zones payantes. Il est capable de plaquer. Il est tout petit. Là. Joachim Kemmel, il est pas gros pantoute. Mais sérieusement, il y a du chien, ce joueur-là. Puis dans la Liga, dans la ligne de Finlande, c'est assez rare les joueurs comme lui qui ont du chien. Tu sais, je l'ai vu plaquer 2 fois avec la hanche un joueur, puis le gars, il a revolé. Bon, a revolé, désolé l'accent, il fait un vol plané. Bref, désolé. Mais sinon, sérieusement, il y a un match de 3 points le 9 octobre, le 13 octobre, un match de 1 point. Le 7, il n'a pas fait de points, mais après ça, avant ça, il avait fait un but le 6. Fait que, en ce moment, moi, j'ai pas accès à tous ces matchs, fait que j'ai pas pu le scouter comme je voudrais, regarder comme je voudrais, mais il domine les buteurs de la Liga à 17 ans. Et ça, ben, ça me jette à terre, sérieusement. J'ai quasiment pas de négatif à faire sur lui. Tu sais, il lance beaucoup au net. C'était genre, c'était genre... Dans les premiers matchs que j'ai regardés, il y avait eu 25 tentatives de tir, mais 9 qui avaient touché la cible. Ça, c'est sûr, c'est les stats de InStats Hockey. C'est un algorithme qui prend ces stats-là. Fait que des fois, ben, c'est pas tout à fait juste, mais ça donne quand même une idée. 9 sur 25, ça demeure... c'est pas 9 buts sur 25 tirs, non, c'est 9 tirs cadrés sur 25 tirs tentés. Donc, tu sais, il dirige beaucoup de rondelles au net, puis il a une bonne vision aussi pour alimenter ses coéquipiers. Fait que je vois pas beaucoup de défauts, mais il va quand même falloir qu'il arrête de tirer au net pour rien, parce que des fois, c'était pas la bonne option. Mais je préfère ça à un gars qui garde la rondelle trop longtemps puis qui appert un peu comme Brad Lambert en ce moment. Tu sais, finis tes actions au filet, amène les rondelles au net. C'est ce qu'on peut demander de mieux à un jeune qui essaie de faire sa place dans une ligue d'hommes. Fait que j'ai rien à dire vraiment de négatif sur Joachim Kemmel. Juste continue comme ça. C'est sûr que si tu domines la ligue comme tu le fais là, il y a quelque chose que tu fais de bien. On va se le dire. Donc, continue ce que tu fais là. Puis ça devrait... D'après moi, je ne sais pas s'il va battre des records, mais on va parler de lui toute l'année et il va assurément faire son chemin dans le top 10 de plusieurs listes et peut-être même au repêchage 2022 à Montréal. Peut-être que ça va être lui, le choix des Canadiens, s'ils finissent dans le top 10. Sait-on jamais. Donc, on va traverser l'Atlantique. On va se diriger au niveau de la WHL, la Ligue de l'Ouest canadienne. Je me suis amusé à regarder le Ice de Winnipeg, Mathieu Savoie et Connor Geeky. On va commencer par Savoie, l'avion de chasse. Un peu comme Seth Jarvis, un peu comme Fabian Lucel, des 2 derniers drafts. Je vois ce gars-là comme un avion de chasse. C'est-à-dire hyper rapide, très bon tir. Peut-être un joueur de périphérie, un peu comme Philippe Méchard et tout, mais de haut niveau, si vous voulez. Il n'a pas peur d'aller au filet. C'est vraiment pas ça le problème. Mais en ce moment, comparativement à l'année passée, où il utilisait beaucoup son tir, qui dirigeait des rondelles au net, c'était lui qui était le moteur offensif au niveau de la finition surtout. Mais cette année, avec le Ice de Winnipeg, il est plus quelqu'un qui va contrôler le jeu, qui a tout le temps la puck, peu importe les 3 zones, là, qui va s'occuper de la relance, de faire les entrées de zone, qui va contrôler le jeu sur l'avantage numérique. T'sais, j'aimerais le voir plus comme le finisher, mais en ce moment, ce qu'il fait, c'est vraiment plus de diriger le jeu, de contrôler la rondelle, d'utiliser sa vitesse pour créer du chaos dans le corps défensif. Puis tu sais, c'est correct, là, c'est pas un problème en soi. Là, je ne commencerai pas à chialer sur un espoir qui est aussi dangereux que Mathieu Savoie.
Mais tu sais, j'aimerais ça le voir un peu plus marqué de but. Là, il y a le talent pour, comme on a vu l'année passée dans les USHL. Mais pour l'instant, il n'est pas encore utilisé comme ça. Mais il y a eu un match de 4 passes. Le 17 octobre, il y a eu un match de 2 buts, une passe. Il va finir l'année avec 1,5, 1,7 points par match probablement. Et ça démontre bien à quel point il est puissant. Cette équipe-là, le Ice de Winnipeg, est vraiment checké pour la Ligue de l'Ouest, mais aussi la Coupe Memorial, sérieusement. Parce qu'ils ont tout le club. Et je voulais parler de Morgan Geekie, pas Morgan, mais le frère de Morgan Geekie, Connor Geekie, qui est vraiment un excellent joueur de hockey, que je compare beaucoup à Andrzej Kopitar des Kings de Los Angeles. Un gars responsable, il appuie excessivement bien ses coéquipiers dans les 3 zones. C'est pas un gars qui va contrôler beaucoup le jeu. Il est genre 6 pieds 4, 220 livres. Là. Il est assez imposant. Peut-être plus 205, 206 livres. Là. Il est capable de se battre, dropper les gants, capable d'utiliser ses épaules, mais il n'est pas assez impliqué dans le jeu physique. Un peu comme Owen Power, le défenseur l'année passée. Là, lui, c'est un centre. Connor Geekie, c'est un centre qui probablement va falloir jouer allié là, dans la Ligue nationale de hockey. Bref, on verra. Mais personnellement, je trouve qu'il a un excellent bâton. J'en ai parlé beaucoup avec Simon Servant aussi, et Simon Saint-Laurent et Mathieu Paradis. Du TSLH à ce podcast et du TSLH Espoir, excusez, je cherche mes mots un peu, c'est vendredi pour tout le monde. Et on a tous un peu le même discours par rapport à lui. C'est un joueur qu'on voit tout le temps sur la glace, qui appuie partout, mais on dirait qu'il est partout et non à la fois, parce que c'est pas lui qui est le moteur principal de son équipe sur la glace, mais il est tellement efficace qu'il l'est en même temps. Il appuie vraiment bien ses coéquipiers. Il contrôle le jeu, il a une très bonne vision. Pour l'instant, il y a un peu plus d'1 point par match, si je me souviens bien. Depuis le début de la saison, je vais aller voir. Geeky. 2 derniers matchs, il n'a pas produit. Donc, c'est tombé un peu en bas d'1 point par match. Mais il y a quand même un très bon début de saison. Tu sais, ça reste un bon joueur de hockey, un gars que tu peux utiliser à toutes les sauces, surtout dans le junior. Fait que tu peux pas cracher ce genre de joueur-là, parce qu'il y a tellement d'impact dans une équipe. Et je pense que à la fin de la saison, il va probablement être un petit peu plus qu'un point par match. Mais tu sais, quand tu es le deuxième centre en arrière de Mathieu Savoie, ben, c'est normal que tu joues un peu moins. Mais bon, bref, c'est pas la fin du monde. C'est un joueur que j'adore personnellement, qui a un profil que j'aime beaucoup. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus agressif, un peu plus méchant, mais un peu comme Andrzej Kopitar, c'est pas son style de jeu selon moi. Mais il est tellement fort physiquement qu'il peut dominer un peu n'importe qui. Donc, il n'y a pas de misère à séparer la rondelle de son couvreur, peu importe à quel moment, le long de la bande ou en avant du net. Fait que, tu sais, il y a du potentiel à ce niveau-là, puis j'ai vraiment pas de misère à penser que ça va finir par ressortir dans les prochaines années, si c'est pas cette saison. Ensuite, on va se diriger vers la LHJMQ. J'ai commencé à visionner les débuts de saison de quelques espoirs. Surtout les joueurs du Canadien, je vais vous dire, mais je vais vous en parler plus tard. Là, j'ai commencé à regarder les Mooseheads d'Halifax, mais plus en profondeur, plus précisément Jordan Dumais. Tout le temps le goût de mettre l'accent anglais en disant son nom, et Marcus Vidicek. Dumais domine en ce moment. Il est vraiment impressionnant à voir aller, très rapide, des bonnes mains, capable de déjouer, protéger la rondelle et tout. Encore une fois, peut-être un petit peu de périphérie dans son jeu. J'aimerais qu'il se dirige un peu plus au net, qu'il finisse ses actions et tout. Mais il est petit, là. Fait que c'est pas nécessairement un problème, surtout pas dans la JMQ, où il y a des défenseurs qui peuvent vraiment faire payer le prix. Donc, à la place d'avoir une commotion cérébrale, je peux comprendre qu'il demeure en préféré, puis essaie d'utiliser plus ses coéquipiers comme l'Heureux, qui est quand même bon proche du net. Donc, je vois pas ça comme un problème. Je vois plus ça comme un... J'utilise très bien mes capacités selon la situation. Il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à être comme Xavier Simoneau, qui est plus mature physiquement, ou bien Raphaël Harvey-Pinard dans le temps. C'est un gars qui est plus axé sur ses habiletés offensives qu'eux autres. Je vois pas ça comme un problème.
Mais il est excellent. Sérieusement, je le trouve très bon. Je le connaissais pas en tout, fait que j'étais bien content de le découvrir. Est-ce que il va être repêché cette année? Je sais pas. C'est pas cette année, ça va probablement être l'année prochaine s'il y a un bon gain de maturité physique durant l'année. Mais tu sais, un choix de fin de repêchage, je vois pas pourquoi on le prendrait pas. Sérieusement, il est très utile à son équipe. Ensuite, Marcus Vidicek. Pas été impressionné par son jeu. Je sais que c'est un excellent espoir. J'avais remarqué une couple de fois l'année passée et je l'avais remarqué une couple de fois l'année passée et j'avais bien aimé son jeu. Au début de la saison, je le trouvais gêné un petit peu. Il jouait avec Dumais les 2 premiers matchs. C'était quand même impressionnant de les voir aller. Mais après ça, il a changé de trio. Il joue plus avec Orr et Peters, je crois. 88 et 82. Et c'est correct. Orr m'a impressionné un peu. Il est vraiment rapide, mais il n'y a rien qui marche quand il pogne la rondelle. Fait que c'est un peu tannant. Mais tu sais, Vidicek, là, c'est le centre responsable, bon partout, que tu aimes bien, avec une bonne note de vision de jeu. Tu sais, au niveau de son tir et tout, j'ai pas encore vu d'atout. Dans les matchs que j'ai regardés, j'ai pas encore vu de points très positifs par rapport à ça. Puis ça me gosse un petit peu. Je voyais assez. Je sais qu'il était vu quand même assez haut par plusieurs. Puis je pense qu'il va dropper pas mal si ça change pas. L'avantage numérique, il va super bien vu qu'il a une bonne vision. Il est capable d'être avec Zachary Lheureux. Cameron Wynot est capable de compléter ses coéquipiers qui sont élites. Mais c'est pas lui la tête pensante, si vous voulez. C'est pas lui le talent élite de son quintuor. De son quintet. Désolé. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, oui, il est intéressant. Je vais continuer à le regarder tout le long de la saison. C'est sûr que je vais le décrire, faire un profil et tout. Mais je demeure quand même perplexe par rapport à son potentiel maximal. Par contre, je dois avouer que sur les 7 matchs que j'ai écoutés, les 3 derniers étaient mieux. Il semblait plus en contrôle, plus en confiance. Fait que s'il y a des blessures au touch ou peu importe, probablement qu'il va jouer va finir par jouer sur le premier trio, mais au moins il joue sur le premier power play. Donc, tu sais, il peut aller chercher la confiance là. On va voir ce que ça va donner, mais c'est un gars qui peut jouer sur le premier piqué, sur le premier PP, qui peut jouer à 55, super bon dans les grosses minutes. Fait que, il y a des qualités, surtout au junior, mais on verra pour voir le hockey professionnel si ça continue comme ça. Ensuite, j'ai la chance d'avoir été crédité média par la LHJMQ. Merci à Alexandre Régimbal qui m'a aidé pour ça, qui travaille pour la LHJMQ. Et je peux aller voir des matchs de la LHJMQ, surtout les Saguenayens, parce que c'est surtout pour eux que j'ai été nommé média. Et hier, j'étais allé voir mon premier match sur place de la galerie de presse. Et quel bonheur, sérieusement, d'être allé sur place. J'ai vu les Saguenayens contre Blainville-Boisbriand. C'est pas 2 équipes dans le top de la ligue avec des espoirs de qualité supérieure, mais j'ai quand même bien aimé le match. Ça a fini 6-3. Matej Kaslik des Saguenayens de Chicoutimi a scoré 3 buts et Bellegarde en a marqué 2. Donc, sérieusement, c'était vraiment un bon match. Ça a commencé slow, puis ça a fini que les 2 équipes saillissaient la face assez solide. Donc, c'est jamais déplaisant de regarder du junior que les 2 équipes saillissent. Et j'ai aimé mon expérience. C'est sûr qu'avec ma famille de 2 paires de jumeaux, c'est difficile de trouver du temps d'y aller, parce que les matchs sont à 4 heures souvent, puis c'est pas possible pour moi d'y aller à 4 heures, évidemment, mais le soir, à 7h30, sérieusement, je vais essayer d'y aller le plus possible cette saison. Surtout que c'est gratuit. Donc, de la galerie de presse, on voit super bien la glace. On peut évaluer vraiment bien les joueurs encore plus que sur vidéo, évidemment, parce qu'on voit la réaction des joueurs quand ils ne réussissent pas des jeux, ou bien sur le banc et ces affaires-là. Donc, on apprend à reconnaître qui est un peu plus professionnel, un peu moins, pas enfant gâté, mais qui chiale un peu moins sur la glace quand ses coéquipiers n'aiment pas le jeu. Je commencerai pas à... Quand ses coéquipiers finissent pas les jeux qu'il a entrepris, je commencerai pas à nommer de nom. C'est vraiment pas mon but ici. Là. Mais
c'est vraiment plaisant d'être sur la galerie de presse. Encore plus que sur les bancs, là, dans les estrades. Parce qu'on a vraiment une meilleure vision d'ensemble. Bref, je vais vous parler de deux joueurs quatre joueurs qui sont pas repêchés, deux qui sont éligibles pour leur première fois cette année et deux qui c'est pas leur première fois. Donc, Alex Blais des Saguenayens, qui a 17 ans. J'ai bien aimé son jeu, sérieusement. Je pense qu'en ce moment, en 8 matchs, il a 5 points. Il a fait 2 points hier. Et il y a un des jeux qu'il a fait qui était vraiment impressionnant. Parce que c'est un gars qui a des bonnes aptitudes physiques. C'est pas un power forward, là, mais un marchand de vitesse qui essaye encore de trouver son jeu, son identité sur la glace. Mais tu vois des flashs qui sont vraiment impressionnants par moment. Il y a une fois qu'il était en zone neutre, puis il est comme ralenti en se dirigeant vers la bande pour essayer de contourner son joueur. Et il a fini par réussir en allant vraiment par l'extérieur, puis en accélérant au bon moment. Ça a complètement déstabilisé le défenseur adverse, puis ça a fait un surnombre 2 contre 1, puis ils ont fini par marquer. C'est vraiment lui qui a été le mastermind de ce jeu-là. C'était vraiment impressionnant. Puis ses coéquipiers, ils ont bien rendu sa glace. L'autre affaire qu'on voit pas quand on regarde des vidéos sur le net, mais ses coéquipiers étaient vraiment impressionnés par son jeu. Et surtout Félix Lafrance qui a bien démontré. Parlons justement de Félix Lafrance, le meilleur joueur des Saguenay-Chicoutimi cette année. Il contrôle le jeu, il est rapide, il est de tous les combats. Un bon leader sur la glace, sérieusement. J'ai rien à dire sur lui, il chiale pas. Peu importe ce qui arrive, s'il n'y a pas une passe à la palette, il chiale jamais. Il y a Miguel Tourigny qui a reçu une rondelle direct dans la bouche, une m'amener, puis il a été le premier joueur des 12 sur la glace à lever le bras pour avertir les arbitres qui se passaient de quoi. T'sais, même avant ses coéquipiers étaient à côté de lui, puis ils voyaient qu'il était en difficulté. Et c'est lui, ça a pris 2 secondes, il a levé le bras, puis il a dit hey! Puis ils ont arrêté le jeu pour ça. Fait que je pense pas qu'il y a eu de sang, mais ça a dû faire mal à la bouche à Tourigny, sérieusement. La France, il joue sur l'avantage numérique. C'est lui qui est il contrôle le jeu. Dans le fond, c'est lui qui est à ligne bleue, même si c'est un gars offensif, là, c'est un attaquant. Il est à ligne bleue, il dirige toute l'action sur la glace. Il a le talent pour, il est quand même rapide. Il manque un peu peut-être de puissance dans son patin, mais ça va venir. Je suis pas mal sûr qu'il y a l'éthique de travail pour. Donc, pour Laval l'année prochaine ou Trois-Rivières, il est une excellente option à regarder pour les Canadiens de Montréal, sérieusement. Je pense qu'il a le profil pour, oui, il est petit, c'est pas le plus fort, il n'a pas le meilleur tir, il n'a pas une vision de jeu incroyable, mais je le garderais vraiment en vue pour la prochaine étape, pour l'avoir dans mon pipeline, parce que on veut qu'il y ait plus de Québécois dans l'organisation des Canadiens de Montréal, mais même si c'est pas dans le national de hockey, c'est pas grave, ce gars-là, il mérite une chance de jouer dans le hockey professionnel. Bref, ensuite, on a Alexis Gendron de Blainville-Boisbriand. J'ai aimé sa rapidité, son jeu physique. Bon tir aussi, comparativement à beaucoup de ses coéquipiers, mais manque de finition. Il n'a pas été chanceux nécessairement à ce match-là. Peut-être ses efforts n'étaient pas à bonne place. Le jeu de cohésion avec ses coéquipiers, c'était pas top. Il y avait beaucoup de frustration sur la glace de la part de Blainville, sérieusement, de l'Armada. Donc, il y a plusieurs chances qui ont été ratées pour ça. Il s'est vengé 1 ou 2 fois, puis il a reçu une pénalité en avant du net une fois, parce qu'il avait été plaqué sur le bord de la bande. Donc, c'est son problème. Il va falloir qu'il règle ça, parce qu'il a mis son équipe dans le trouble. Il est encore dans le match, puis à cause de lui, ils ont été dans le trouble. Puis je crois que les Saguenayens ont marqué à cause de sa pénalité. Même affaire avec Tourigny. Beaucoup de frustration dans son jeu. C'est le meilleur joueur de Blainville. Il est excellent, il a une bonne mobilité, il a un bon tir et tout, mais mettons que ses efforts sont pas tout le temps à bonne place et il essaye beaucoup de jeu, il s'est bagarré un peu avec la rondelle, tu voyais qu'il était frustré, mais pas nécessairement dans le mauvais sens, il voulait que ça fonctionne, puis ça fonctionnait pas, fait qu'il était fâché. Et en tant qu'équipe, il y avait beaucoup de frustration, c'est ça. Fait que les Canadiens, les Saguenayens en ont profité, puis ils se sont sauvés avec la victoire, surtout en 3e période, ils ont vraiment dominé l'adversaire. Puis ça allait finir en petite bisbille, là, si ça allait continuer. Donc la fin de match a été salutaire, puis ils ont gagné.
Puis, très bon match. Sérieusement, les Saguenayens m'ont impressionné parce qu'ils n'ont pas de gros noms, vraiment pas. Ils n'ont pas un gardien incroyable, ils n'ont pas de défensive incroyable. Il y a eu beaucoup d'indiscipline des Saguenayens aussi, surtout Matteo Mann. Ça n'a pas été son meilleur match non plus, mais c'est pas grave en tant qu'unité. T'sais, les Saguenayens jouent en unité. Il faudrait qu'ils arrêtent de passer la puck devant le net. Ça arrive vraiment trop souvent. Mais je pense que l'entraîneur Yannick Jean, après la première période, a parlé à ses troupes parce que ça a vraiment diminué, mais au début, ça n'avait pas de bon sens. Il y a au moins 4 passes en avant du filet qui ont été interceptées dans le haut de l'enclave par Blainville. C'est comme, arrêtez, là, passer par la bande, ça n'a pas de bon sens faire ça. Même si ça semble être une bonne option, ça ne l'est pas souvent. Donc, faites attention. Mais bon, bref, je ne suis pas allé sur la glace pour leur dire, là. Mais je pense que Yannick Jean s'en est bien occupé. Puis c'est là qu'ils ont été capables d'être moins cloîtrés dans leur zone. Puis ça a bien été après, là. Il y a des petits ajustements. Tu sais, l'équipe a l'air de vraiment travailler dans le bon sens, tout ensemble. Et donc, on peut penser qu'il y a un bon groupe de leaders. Puis qu'Yannick Jean là, a été honnête avec eux autres. Tu sais, c'est pas les Saguenayens des 2 dernières années. T'sais, ils ont raté un peu la parade les 2 dernières années, malheureusement à cause de la COVID. Mais là, ils ont vendu des effectifs. Puis ils sont rendus à reconstruire. Mais j'aime l'attitude des joueurs sur la glace. Et c'est vraiment une équipe, dans le fond. Fait que, tu sais, j'avais là sur la galerie de presse, j'avais de la misère à pas lâcher des youhou quand il y avait un but ou bien d'applaudir puis de me lever de ma chaise. Je demeure un partisan quand même des Sags. Pas autant, mettons, que les Canadiens de Montréal, mais sérieusement, j'ai vraiment aimé mon expérience. Donc, allez voir les games de la JMQ, sérieusement. Il y a un bon spectacle. Puis c'est vraiment le fun d'être là sur place puis d'embarquer. Même que tu n'es pas dans la foule, tu es sur la galerie de presse, tu sens l'énergie des joueurs puis tout l'engouement. Puis tout. Il y a du bon hockey au Québec, pas juste dans le Centre Bell. En fait, dans le Centre Bell, c'est pas du bon hockey en ce moment. Donc, allez voir la JMQ, sérieusement. Oui, il faut le masque, mais c'est du très bon hockey. Maintenant, on va parler des espoirs des Canadiens de Montréal. On va faire, tant qu'à parler de la JMQ, on va parler des joueurs de la JMQ en premier. Donc, je vais commencer avec le sujet de l'heure. Monsieur Joshua Roy. Excellent début de saison de Joshua Roy. Sérieusement, très impressionnant ce qu'il est capable de faire en ce moment avec le Phoenix de Sherbrooke. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas le cul à terre, même lui. T'sais, en ce moment, il domine à la JMQ, il produit à tous les matchs. Quand c'est pas 2 buts, c'est 3 passes. Je niaise, ça, quand c'est pas 2 buts, c'est 1 passe. Ben, c'est 3 points. C'est le catalyseur de son équipe. Il adore contrôler les jeux. Au début de la saison, j'avais vraiment aimé son jeu. Après ça, 2-3 matchs que c'était plus ambigu. J'avais plus l'impression de voir le Joshua Roy l'année passée. Pas lui qui patine pas et qui a une mauvaise attitude sur la glace, mais plus le gars qui s'implique pas nécessairement, qu'on voit pas beaucoup. Non, c'était vraiment un gars qui c'est revenu, là, dans le fond. C'est revenu. Ça arrive des matchs un peu moins solides par rapport aux espoirs. L'avantage numérique, c'est lui qui contrôle le jeu. Il a un excellent tir avec Xavier Parent. Ça va super bien. Sérieusement, il va avoir une bonne saison. Il ne battra pas des records, là, mais très content de sa tenue jusqu'à date pour un choix de 5e ronde, si je me souviens bien. Je ne parlerai pas de vol parce que ça ne sert à rien d'en parler avant de 5 ans. Mais les Canadiens ont mis toutes leurs chances de leur bord en sélectionnant Joshua Roy, surtout en sachant qu'il est avec Félix de Sherbrooke. On a eu une bonne entrevue de lui à TVA Sport, là, un très bon texte quand même pour le connaître un peu plus, pour connaître son cheminement. Mais maintenant que son cheminement est commencé, il faut qu'il continue. Il ne faut pas qu'il lâche le travail, les habitudes alimentaires et tout. Il ne faut pas qu'il tombe dans ses anciens comportements. Donc, j'ai quand même très confiance en lui pour cette saison. Puis je vais le regarder. Je vais probablement regarder tous ces matchs. Là, je ne suis pas à jour encore. Dans le fond, je suis rendu à le match, je crois, du 14 ou 15 octobre contre Bécomo. Dans le fond, je suis rendu à écouter contre Chicoutimi qui a marqué un but, 2 passes. Donc, ça va être fait probablement cette semaine. Est-ce que je vais vous en parler la semaine prochaine? Probablement pas. Pour pas que ce soit trop redondant, je vais peut-être commencer à regarder Caden Goulet, Yann Michak, Joe Verbetic.
C'est les joueurs de l'Ouest canadien, de l'Ouest de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Puis aussi quelques Européens. Donc, on verra pour le prochain épisode. Là. Mais bon, bref. Sachez que Joshua Roy, c'est pas des paroles en l'air. Il connaît un excellent début de saison. Ensuite, un autre qui en connaît un très bon, c'est Riley Kidney. J'ai pas encore regardé tous ses matchs, mais pour ceux que j'ai regardés, j'ai bien aimé son jeu. Un peu trop de fantaisie à mon goût, sérieusement. Mais il est bon dans les 3 zones. Il est rapide. Il est un peu plus rapide que l'année passée. Il n'est pas hyper rapide, mais un peu plus. Un peu plus impliqué aussi. Mais j'aimerais que ce soit encore mieux, personnellement. Mais les points, ils viennent. Puis on ne peut pas vraiment chialer là-dessus. Il se dirige au net, oui. Et dans le fond, il exploite quand même bien les faiblesses adverses au niveau des corps défensifs. Fait que, tu sais, là-dessus, je l'aime bien, mais c'est pas nécessairement tout le temps le meilleur joueur sur la glace, même si c'est lui qui a le plus de points. Donc, c'est ce que j'ai vu au début de la saison. Je vais continuer à le regarder pour voir si ça... Je risque de vous en parler la semaine prochaine si je le regarde un peu plus ou ça va attendre. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais encore là, c'est un très bon espoir de deuxième ronde des Canadiens de Montréal. Est-ce que ça va donner un joueur à LNH? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'il va tomber sur un deuxième trio ou un premier trio. Peut-être plus un joueur de troisième trio. Mais en deuxième ronde, s'il atteint la nationale de hockey et il joue sur un troisième trio, on peut-tu vraiment chialer? Non. Ensuite, les deux joueurs de Charlottetown, des Highlanders de Charlottetown, en font Xavier Simoneau, William Trudeau. Simoneau, what you see is what you get. Il ne changera jamais. C'est un joueur un peu comme Harvey Pinard qui donne tout ça à la glace. Il a quand même une bonne vision du jeu. Je le vois plus comme un playmaker qu'un finisher. Un peu moins d'énergie sur la glace que Harvey Pinard. T'sais, par énergie, je veux dire un peu moins agitateur, mais quand même, je sais qu'il y a 2 ans, il était beaucoup plus agitateur que ça. Mais quand il s'est découvert des mains et une vision de jeu, il a comme changé un peu son style. Puis c'est bien correct, mais j'ai comme l'impression qu'avec Laval, avec Trois-Rivières ou avec les Canadiens, il va retomber un peu plus dans son modus operandi de joueur, d'énergie physique qui peut faire mal à l'adversaire. Il peut faire péter une coche à l'adversaire. Mais il demeure petit, mais il est vraiment, vraiment baraqué. Donc, je pense pas que ça va être un problème dans son gabarit plus tard. Pour Trudeau, offensivement, pour l'instant, c'est pas top. Il a commencé à produire un peu plus dans les 2-3 derniers matchs. Dans les 2 derniers matchs. Mais il va falloir que ça débloque un jour. Mais tu sais, il y a quand même 2 bons défenseurs. Il y a un excellent top 4 avec Plendowski, avec Trudeau, avec Cormier et l'autre. J'ai oublié le quatrième, mais c'est un bon joueur. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Mais il y a un excellent top 4. Il va falloir les checker. Il va falloir les regarder sérieusement. Ils ont eu une petite passe avec 4 défaites de suite en commençant la saison. Là, après le début de la saison. Donc, ils ont eu 3 victoires, après ça 4 défaites de suite, mais ils ont eu 2 victoires, une victoire. Fait que, tu sais, il va falloir qu'ils trouvent une façon de jouer tous ensemble. Mais pour Trudeau, il est bon dans les 3 zones, il est un peu plus rapide que l'année passée. J'aime bien son jeu offensif, il tire pas assez, mais il est capable de diriger le jeu un peu, une bonne passe, une bonne première passe pour la relance, capable de monter la puck aussi. Mais je pense qu'il préfère faire une première passe que vraiment monter la puck lui-même, où il participe aussi à la contre-attaque. Souvent, il va comme faire une petite passe à son coéquipier pour qu'il monte la puck, puis lui, il va comme assister pour être en deuxième vague. Puis ça, c'est bien correct. Moi, personnellement, j'adore ça qu'un défenseur fait ça. Petrie le faisait un peu plus l'année passée. Enfin, les dernières années, mais il n'y a personne qui fait en ce moment chez Canadien de Montréal. Mais Trudeau, on le voit commencer à prendre la confiance, à se diriger dans le fond de la zone adverse. Et bref, ça va s'en venir pour lui là, au niveau de la production. J'ai aucune misère à le croire. Donc, on verra là, si je vais vous parler de lui dans les prochains Scoutcasts. Ensuite, pour la NCAA, ben, il y a Luke Tuck, Jordan Harris puis Jaden Trouble. Pour Luke Tuck, je me rappelle plus si j'avais parlé de lui dans un Scoutcast, mais pour l'instant, j'ai regardé... j'avais fait un texte, j'ai regardé un ou deux matchs de plus que mon dernier texte. Et c'était dans la même vague. En fond, il est rapide, il a une bonne vision du jeu, capable de faire des jeux offensifs un peu étonnants, que je ne m'attendais pas de lui.
par rapport à son année de repêchage. Mais il a comme un peu changé sa façon de faire. Il est plus autant physique, puis il dirige pas encore au net beaucoup. Tu sais, un avantage numérique, il est devant le net pour faire bouger, pas pour faire bouger, mais pour dévier les rondelles, pour déranger l'adversaire et tout. Mais à part ça, 5 contre 5, c'est un peu moins ça. Donc, j'ai hâte de le voir retrouver son style, puis se diriger au net et tout. Ça va sûrement venir. Pardon. Mais pour l'instant, pour les matchs que j'ai vus, c'est pas encore ça. Pour Jordan Harris, il a eu un mauvais début de saison offensivement. Mais tu sais, au niveau de la production, c'était pas super bon. Mais ça, à glace, il était excellent. C'est l'équipe au complet qui produisait pas beaucoup. Et je peux pas vraiment chialer sur son jeu pour l'instant, parce que je suis pas impressionné, mais tiens, des 4 matchs que j'ai vus, il n'y a pas de points. Mais demeurait quand même un bon joueur. Puis le 4e match, il a été blessé. Je ne sais pas si c'est une commotion cérébrale, mais il y a eu un slew foot, il y a eu une genre de jambette, puis le gars, il a fait quasiment un choke slam, puis il est tombé à terre. Il s'est pété la tête. Donc là, je ne sais pas, il est sorti pour combien de temps. Mais c'était quand même assez inquiétant de voir ça. Mais tu sais, c'est l'homme de la situation pour son entraîneur, puis c'est bien correct. Là. Mais bon, bref, j'espère que ça va être correct pour lui. Ensuite, pour Jalen Strubble, premier match, il y a eu 3 points. Après ça s'est calmé 2 matchs. Puis dans le match du 16 octobre, il y a eu une passe. Sa prise de décision avec la rondelle est mieux. Surtout pour les passes. Pour les tirs, j'aimerais ça qu'il tire plus, en fait, parce qu'il y a un excellent tir. Mais peu précis, je pense. Donc, il faudrait plus qu'il se concentre sur la justesse de son jeu au lieu de penser qu'il va être le meilleur joueur à tous les matchs. Tu sais, il est physique, il est méchant, c'est bien correct dans sa zone. Des fois, il va se faire déborder un petit peu, mais avec sa force physique, il est quand même capable de contrôler un gars avec une main pour le diriger tranquillement vers la bande. Fait que, tu sais, ça, je vois pas un problème pour l'instant, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il évalue mieux son adversaire, parce que je pense qu'il a de la misère avec ses pivots puis avec son patinage de reculons. Je pense. T'sais, on verra, là. Mais c'est ce qui ressort pour l'instant pour moi, pour lui. Mais ça demeure un gars qui a beaucoup de potentiel, donc j'ai hâte de voir sur l'ensemble de la saison. Et aussi sur les prochains matchs, parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a 2 que j'ai pas encore regardé, donc on verra. Ben, j'ai pas encore regardé celui-là qui est moins 3. Donc il y a un match qu'ils ont perdu 0-3 contre un adversaire, puis j'ai pas encore vu ce match-là. Puis il y a eu 7 minutes de pénalité, donc j'imagine que ça a été so-so pour lui. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'en parlerai dans les prochaines semaines. Donc, ça fait pas mal le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'ai vraiment parlé vite, là. Je veux encore une fois remercier Alexandre Gérégimbal de la LHJMQ et Iris des Saguenayens pour m'avoir permis d'être un média au match des SAG. Je vais essayer d'y aller le plus souvent possible pour vous en parler dans le Scoutcast, mais aussi dans des textes. Pour l'instant, ils se prendront pas contre Halifax, mais Québec à 7h30 pour que je puisse aller voir. Mais j'ai remarqué un match là, contre Victoriaville, Drummondville. Fait que je risque d'y aller. Drummondville, il y a quand même des bons joueurs, c'est pas un problème. Donc, c'est quand même un bon match à aller voir. Mais même si c'est contre Victoriaville, j'ai pas de misère à y aller. J'ai hâte d'être sur place pour revoir un match des Saguenayens, sérieusement, pour l'ambiance et tout. Et shout-out aussi aux gens qui participent à notre groupe de discussion sur Facebook, le forum TSLH de petits points pool et pour les drafts, si je me souviens bien. Dans le fond, c'est un groupe de discussion qu'on a fait. On est un peu plus de 300 en ce moment. Et c'est parce que généralement, on se fait poser beaucoup moi, personnellement, moi beaucoup, là, parce que j'ai une page Facebook qui s'appelle Sous le radar. Et le monde qui y adhère me parle beaucoup en privé. Et même surtout sur le hockey.com, le monde me parle beaucoup en privé pour poser des questions sur leur pool de hockey, sur leur ligue simulée, sur, en général, notre opinion. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un groupe de discussion privé. Et le monde peut adhérer quand ils veulent pour parler de repêchage, de discussion sur le Canadien, sur n'importe quoi de l'actualité, pour vos pool keepers, pour vos pools de hockey normal, pour peu importe, là, on est là pour ça. Tout le monde peut répondre aux questions, tout le monde peut poster aussi. On va mettre de temps en temps les articles de TSLH sur les blessures, sur ce genre d'affaires-là, qui peut impacter les pools, les repêchages, les prospects. On va mettre les épisodes du Scoutcast et du TSLH podcast aussi.
Donc, venez sur le groupe, sérieusement, c'est vraiment le fun. Ça n'a pas besoin d'être full actif, mais c'est plus actif que notre Discord, si on veut, là, sérieusement. Et c'est plus un médium que le monde aime, je crois, Facebook versus Discord. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à discuter tout le monde ensemble. N'oubliez pas que le podcast est commandité par Barbe Noire, viande fumée, qui appartient à mon frère, l'excellente qualité de viande fumée qui est faite par lui, qui est disponible partout au Québec en vente sur son site internet barbenoire.com. Et en ce moment, il y a un code promo aussi qui va être dans la description du Scoutcast parce que en ce moment, je m'en rappelle plus. J'arrête de me préparer là-dessus. C'est pas la fin du monde. Mais bon, bref, vous allez voir ça dans la description. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Partagez le Scoutcast. Venez discuter avec nous sur Twitter, sur Facebook, dans le groupe de discussion. L'épisode va être disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, gâtez-vous, partagez, venez, j'ose avec vous. Je vous remercie beaucoup.